Lors du dîner de retraite de mon père, il a levé son verre et a dit « Mes vrais enfants sont ceux qui m'ont rendu fier ». Tout le monde a applaudi jusqu'à ce qu'il se tourne vers moi et dise « Tu peux partir ». Je me suis levé silencieusement, mais ensuite mon mari s'est levé aussi. Ce qu'il a fait ensuite a laissé toute la salle dans un silence stupéfait. C'était censé être le moment de gloire de mon père, son dîner de retraite, mais c'est devenu la nuit où il m'a publiquement renié. Les mots « Tu peux partir » ont fendu la somptueuse salle de banquet assez fort pour que tout le monde les entende. L'humiliation me brûlait, mais ensuite mon mari, Scott, s'est levé aussi. Et cela a changé tout ce que je pensais savoir sur la famille pour toujours. Ayant grandi à Brooklyn, une banlieue de Boston où le succès n'était pas seulement célébré, mais attendu, notre maison coloniale parfaite cachait une vérité plus sombre. Mon père, Richard Harrington, était un cadre bancaire qui mesurait l'amour en réussite et en déception. Ma mère, Hélène, était belle et silencieuse, finalement impuissante face à sa présence dominatrice. Elle était mon seul tampon, me murmurant du réconfort après ses tirades, sans jamais le défier ouvertement. Quand je l'ai perdu à cause d'un cancer du sein à 20 ans, ce tampon a disparu, me laissant exposé à ses attentes implacables. Mes frères et sœurs, Jason et Kimberly, étaient les enfants chéris. Jason, de 4 ans mon aîné, a suivi mon père dans la finance, gravissant rapidement les échelons dans une prestigieuse société d'investissement. Kimberly, de 2 ans mon aîné, est devenue chirurgienne cardio-thoracique, collectionnant les distinctions comme certains collectionnent les timbres. Ils étaient les porte-étendards, ceux qui donnaient un sens à notre nom de famille, comme mon père me le rappelait constamment. Et puis il y avait moi. Dès mon enfance, j'ai gravité vers les livres et l'art, trouvant un échappatoire dans les histoires quand la vie réelle devenait trop dure. Je peux encore sentir le tremblement dans mes doigts, assise à notre piano à queue noire brillant lors de mon récital pour mon 12e anniversaire. Des amis de la famille remplissaient notre salon, et je jouais les clairs de l'une ou deux Debussy. À mi-parcours, j'ai fait une fausse note, juste une. Mon père s'est levé brusquement, a redressé sa cravate et est sorti. La pièce est tombée dans le silence, sauf pour le bruit de la porte d'entrée qui se fermait. J'ai fini le morceau, les larmes brouillant ma vision. Mais je l'ai fini. Ce moment a défini notre relation. Une erreur et vous étiez jugé indigne. L'université a apporté une liberté temporaire. J'ai étudié la littérature à Amherst contre l'insistance de mon père pour une école de commerce. Tu gâches ta vie avec des contes de fées, raillait-il. J'y suis allé quand même, finançant mes études grâce à des bourses et des emplois à temps partiel plus qu'il refusait de payer pour un diplôme, inutile. Ces années m'ont appris l'indépendance mais ont approfondi mes luttes contre l'anxiété et l'estime de soi. J'avais accompli quelque chose dont j'étais fier, seulement pour entendre sa voix dans ma tête me demandant pourquoi ce n'était pas plus. Les relations n'ont jamais duré. Soit je choisissais des hommes qui renforçaient les critiques de mon père, soit je repoussais les bons avant qu'ils ne découvrent que je n'étais pas à la hauteur. Tout a changé il y a 3 ans dans une petite librairie de Cambridge. J'ai tendu la main vers le dernier exemplaire d'une édition rare de Jane Eyre exactement au même moment que quelqu'un d'autre. J'ai levé les yeux et j'ai trouvé Scott Taylor. Ses yeux doux et son sourire chaleureux ont fait que quelque chose à l'intérieur de moi s'est calmé pour la première fois. Prenez-le, a-t-il insisté. Quiconque chasse Brontë le mérite plus que moi. Nous avons fini par parler pendant des heures au café d'Aak sans grave côté. Scott était un ingénieur logiciel qui aimait la littérature presque autant que moi. Il écoutait quand je parlais, écoutait vraiment sans regarder sa montre ou préparer son prochain argument. Quand j'ai mentionné mon rêve de créer une petite maison d'édition pour les auteurs négligés, il n'a pas ri ni traité cela d'irréalisable. Au lieu de cela, il a posé des questions réfléchies sur mon plan d'affaires. 6 mois plus tard, avec les encouragements de Scott et son aide pour les projections financières, j'ai lancé Lighthouse Press. Nous nous sommes spécialisés dans la fiction littéraire par des voies diverses. À la 2e année, l'un de nos livres avait remporté un prix régional, et nous nous étions développés pour publier 6 titres par an. Cela ne me rendait pas riche, mais cela me rendait fier. Scott et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à la bibliothèque publique de Boston. Mon père n'a pas assisté, invoquant une importante réunion d'affaires. Jason a envoyé un cadeau cher mais impersonnel. Seule Kimberly représentait ma famille, partant immédiatement après pour une conférence. Il ne te mérite pas, a chuchoté Scott pendant que nous dansions à notre réception, entouré de la famille et des amis aimants de Scott au lieu des miens. Je n'avais pas parlé plus de quelques mots à mon père depuis près de 2 ans quand l'invitation à son dîner de retraite est arrivée.
Après 40 ans à First Atlantic Bank, Richard Harrington quittait son poste de vice-président exécutif, et il y aurait une célébration officielle au Hawthorne, le restaurant le plus exclusif de Boston. Nous ne sommes pas obligés d'y aller, a dit Scott, en regardant mes mains trembler pendant que je lisais la carte épaisse de couleur crème. Peut-être que c'est sa façon de tendre la main, ai-je dit, bien que je n'y crois pas, peut-être que les choses seront différentes maintenant qu'il prend sa retraite. Le soir du dîner, je me suis tenu devant le miroir de notre chambre dans une robe bleu marine. Mes cheveux étaient coiffés professionnellement, mon maquillage appliqué avec soin pour cacher les ombres sous mes yeux dues à une semaine d'insomnie induite par le stress. Tu es magnifique, a dit Scott, ajustant sa cravate à côté de moi. J'ai l'impression que je vais vomir, ai-je admis. Une crise de panique m'a frappé juste au moment où nous allions partir. Scott s'est assis avec moi sur le bord de notre lit, me guidant à travers les exercices de respiration que mon thérapeute m'avait appris. Sa main a fait des cercles lents sur mon dos alors que ma respiration se normalisait progressivement. Nous pouvons encore annuler, m'a-t-il rappelé. Non, ai-je dit, réappliquant mon rouge à lèvres avec des mains tremblantes. Je dois faire ça. Je dois essayer une fois de plus. Alors que nous roulions vers le centre-ville, Scott m'a serré la main. N'oublie pas, quoi qu'il arrive ce soir, tu as des gens qui t'aiment pour ce que tu es. J'ai hoché la tête, souhaitant pouvoir le croire. Mais des décennies d'amour conditionnel m'avaient appris le contraire. Au fond de moi, je pensais toujours que je devais mériter le droit d'être aimé. Et ce soir était une chance de plus de rendre enfin mon père fier. Le Hawthorne se dressait comme un phare. À l'intérieur, des lustres de cristal projetaient une lueur dorée sur 70 personnes habillées de manière formelle, des flûtes de champagne à la main. Un quatuor à cordes jouait doucement, presque noyé par les rires polis et les conversations. J'ai immédiatement repéré Jason tenant court près du bar, ressemblant exactement à notre père. Amanda, a-t-il dit, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Je ne pensais pas que tu viendrais. Il a offert une brève poignée de main à Scott avant de se tourner vers ses collègues, se lançant dans une histoire sur une fusion Reynolds. Scott m'a doucement serré la main alors que nous nous excusions. Nous avons trouvé Kimberly près de la table des hors-d'œuvre, élégante dans une robe rouge, montrant une énorme bague de fiançailles en diamant. Mariage en juin à la Plaza, disait-elle. Thomas voulait la Toscane, mais je lui ai dit que l'humidité serait terrible pour les photos. Elle m'a repéré. Amanda, tu es venue. Ses yeux ont parcouru ma robe avec une évaluation subtile. Le bleu marine est si fiable. Elle nous a présenté son fiancé, Thomas, un neurochirurgien avec des dents parfaites. La conversation a tourné autour de leur mariage et d'une récente conférence médicale en Suisse avant que Kimberly ne s'excuse pour des invités plus importants. Tes frères et sœurs sont exactement comme annoncé, a murmuré Scott. J'étais en train de prendre du champagne quand tante Patricia, la sœur de mon père, m'a entraîné dans une étreinte rigide qui sentait le parfum cher et le jugement. Amanda, ma chérie, elle a fait un bisou dans l'air près de ma joue. Tu as l'air en bonne santé. La légère pause a communiqué des volumes. Essaie de le rendre fier ce soir, a-t-elle chuchoté. C'est important pour lui, surtout avec tous ses collègues ici. Avant que je puisse répondre, elle se dirigeait déjà vers Kimberly, s'extasiant sur la bague de fiançailles. La salle de banquet était une vitrine de richesse et de pouvoir. Des vases en cristal contenaient des arrangements de roses blanches. Le bar proposait des liqueurs de qualité supérieure, et des serveurs circulaient avec des plateaux de mets délicats. Les conversations étaient axées sur les portefeuilles d'actions, les maisons de vacances et les écoles privées. J'ai finalement repéré mon père de l'autre côté de la salle, attirant l'attention dans un cercle d'hommes distingués. À 65 ans, Richard Harrington restait imposant. Il a ri de quelque chose qu'un des hommes a dit, et pendant un moment, j'ai vu une chaleur que j'avais rarement ressentie diriger vers moi. « Tu veux que je vienne avec toi pour dire bonjour ?» Scott a senti mon hésitation. J'ai secoué la tête. Je devrais faire ça seul. Prenant une profonde inspiration, je me suis approché. Il m'a vu venir mais a continué sa conversation jusqu'à ce que je me tienne maladroitement au bord du cercle. Finalement, pendant une pause, il m'a reconnu. « Amanda, tu es venue. » Son ton suggérait une légère surprise, pas du plaisir. « Félicitations pour votre retraite, » ai-je dit, offrant le sac cadeau avec un stylo plume cher que Scott m'avait aidé à choisir. « Merci. » Il l'a accepté sans regarder à l'intérieur. « Messieurs, ma Benjamine, Amanda. Elle est dans l'édition. »
Je possède ma propre petite maison d'édition, en fait, ai-je ajouté. Nous venons d'avoir un auteur présélectionné pour le Massachusetts Book Award. L'expression de mon père n'a pas changé. Amanda a toujours eu la tête dans les nuages, jouant avec des livres pendant que ses frères et sœurs embrassaient de vraies carrières. Les hommes ont ri obligeamment. En parlant de ça, Jason vient de conclure un accord de 40 millions de dollars, et Kimberly est fiancée au Dr Thomas Whitfield, chef de clinique au Mass General. Le message clair, leur réalisation valait la peine d'être mentionnée, les miennes ne l'étaient pas. C'était agréable de vous voir, ai-je dit doucement, me retirant avant que les larmes qui me piquaient les yeux ne puissent tomber. Scott attendait avec un verre de vin frais, que j'ai accepté avec gratitude. Si mauvais que ça? Comme d'habitude, ai-je réussi à dire, en prenant une grande gorgée. L'apéritif a continué. J'ai regardé mon père se déplacer dans la pièce comme un roi, acceptant les félicitations. Le contraste avec sa froideur envers moi est devenu plus prononcé avec chaque personne qu'il saluait chaleureusement. Quand il a été temps de s'asseoir pour le dîner, j'ai découvert que nous avions été placés à une table éloignée de la table principale où mon père, Jason, Kimberly et d'autres VIP seraient assis. Nos voisins de table comprenaient des parents éloignés et des collègues subalternes qui semblaient tout aussi déçus. Je suis Scott Taylor, le mari d'Amanda, s'est présenté Scott joyeusement, sans se laisser décourager par la politique de placement. Vous êtes la fille de Richard, a demandé une femme plus âgée en face de nous. Celle qui n'est ni médecin ni banquier. J'ai hoché la tête, forçant un sourire. Je dirige une maison d'édition. Comme c'est gentil, a-t-elle dit avec le même ton qu'on utiliserait pour s'adresser au dessin au crayon d'un enfant. Une entreprise de loisirs. Tout au long du repas à 3 plats, j'ai regardé mon père à la table centrale, riant et participant. De temps en temps, il posait une main fière sur l'épaule de Jason où rayonnait de quelque chose que Kimberly a dit. C'était un côté de lui que j'avais vu diriger vers mes frères et sœurs, mais jamais vers moi. Scott m'a serré la main sous la table périodiquement, son soutien silencieux étant la seule chose qui m'empêchait de sortir. L'agneau était parfaitement cuit, le vin exceptionnel, mais tout avait le goût de cendre dans ma bouche. Après le dessert, les discours formels ont commencé. Le PDG de la banque a parlé des contributions de mon père, de sa vision, de son leadership. Un collègue de longue date a partagé des anecdotes humoristiques. Jason a prononcé un discours soigné sur l'héritage professionnel de notre père, réussissant à le faire principalement sur lui-même. Et puis ce fut le tour de mon père. La pièce s'est calmée alors que Richard Harrington se levait et s'approchait du microphone. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, espérant contre toute attente que ce moment, cette réflexion publique sur sa vie, puisse inclure une petite reconnaissance de moi. Merci à tous d'être venus ce soir, a commencé mon père, sa voix portant sans effort. En regardant autour de cette salle, je ne vois pas seulement des collègues, mais des amis qui ont fait partie d'un voyage s'étendant sur 4 décennies à First Atlantic Bank. Il a parlé éloquemment des changements dont il avait été témoin, des défis surmontés et des succès obtenus. Il a remercié les mentors et a reconnu ceux qui l'avaient encadré. La foule était captivée. Cette version réfléchie, presque chaleureuse de Richard Harrington était inconnue. Rien de tout cela n'aurait été possible, a-t-il continué, sa voix baissant légèrement, sans le soutien de ma défunte épouse, Hélène. J'ai retenu mon souffle. Il mentionnait rarement ma mère depuis sa mort. Hélène comprenait les sacrifices nécessaires au succès, a-t-il dit, avec une légère fissure dans sa voix. Elle a été mon fondement pendant les premières années difficiles, et j'aimerais seulement qu'elle puisse être ici ce soir pour voir ce que son soutien a permis de construire. J'ai senti des larmes se former. C'était le plus d'émotion que j'avais vu de lui depuis des années. Peut-être que la retraite l'avait adouci. Autour de moi, les gens essuyaient leurs yeux. La main de Scott a trouvé la mienne sous la table. Mon père s'est éclairci la gorge, retrouvant son calme. Mais le véritable héritage d'un homme ne se mesure pas en dollars ou en accords. Il se mesure à ce qu'il laisse derrière lui, à qui porte ses valeurs et sa vision. Mon cœur s'est soulevé. Était-ce le moment où il allait enfin me voir, reconnaître mon chemin différent mais valable? J'ai été béni à cet égard, a-t-il continué, en faisant un geste vers la table principale. Jason a dépassé toutes les attentes, devenant non seulement un banquier d'investissement, mais un véritable innovateur financier. La fusion Reynolds à elle seule définirait la carrière pour la plupart, mais pour lui, ce n'est qu'une autre réalisation dans un portefeuille d'excellence. Jason a hoché la tête, acceptant les éloges comme son dû. Et Kimberly, la voix de mon père a gonflé de fierté,
sauvant des vies quotidiennement en tant que l'un des principaux chirurgiens de Boston, réalisant le mois dernier une procédure révolutionnaire présentée dans des revues médicales. Intelligence, discipline, précision, tout ce que j'ai essayé d'inculquer. Kimberly a souri timidement, sa bague de fiançailles captant la lumière. Mon père a levé son verre plus haut. Alors ce soir, alors que je clôt un chapitre de ma vie, je regarde avec satisfaction ce qui compte le plus. Mes vrais enfants sont ceux qui m'ont rendu fier. La pièce a éclaté en applaudissements. Les gens se sont tournés pour sourire à Jason et Kimberly, qui ont accepté l'attention avec une grâce pratiquée. J'étais assise, figée, les mots me frappant comme des coups physiques. Mes vrais enfants, comme si je n'étais pas du tout son enfant, comme si je n'existais pas. Mais le pire était à venir. Alors que les applaudissements diminuaient, le regard de mon père a balayé la pièce et s'est posé directement sur moi. La température a semblé baisser alors que nos yeux se rencontraient à travers la distance. « Tu peux partir » a-t-il dit, sa voix parfaitement audible dans la pièce maintenant calme. Au début, certains invités semblaient confus, ne comprenant pas à qui ils s'adressaient. Puis les têtes ont commencé à se tourner vers moi. Des murmures ont parcouru la foule à mesure que la réalisation se faisait jour. Mon père venait de me renier publiquement. Ma poitrine s'est contractée douloureusement. L'élégante pièce s'est brouillée, ma vision s'est rétrécie. Le sang a afflué dans mes oreilles, noyant tout sauf son regard froid et ses 3 mots dévastateurs. De l'autre côté de la pièce, la main de tante Patricia a couvert sa bouche, ses yeux grands ouverts de choc. Apparemment, même elle ne s'attendait pas à ce niveau de cruauté. Kimberly a étudié sa manucure, refusant de lever les yeux. Jason portait un léger sourire narquois, comme si notre père avait prononcé une réplique particulièrement intelligente. Le silence s'est étiré, devenant insupportable. Des douzaines d'yeux se sont enfoncés en moi, témoins de mon humiliation. Mes jambes étaient comme du plomb alors que je repoussais lentement ma chaise et me tenais debout sur des membres tremblants. Le grincement de la chaise contre le sol a sonné anormalement fort dans la pièce feutrée. La honte m'a brûlé comme de l'acide. Ce n'était pas seulement une autre déception privée. C'était un rejet public, une déclaration que je n'étais même pas digne d'être présente. J'avais passé ma vie à essayer de gagner son approbation, et en un instant, il avait clairement indiqué que je ne le ferais jamais. J'ai agrippé le bord de la table, me faisant violence, luttant désespérément contre l'envie de courir ou d'éclater en sanglots. Je ne lui donnerais pas la satisfaction de m'effondrer. Si je devais partir, je le ferais avec toute la dignité que je pouvais rassembler. Puis est venu le son qui a tout changé, le grincement d'une autre chaise à côté de moi. Scott s'est levé, son mouvement délibéré et sans hâte. Son visage, quand je l'ai regardé à travers mon voile d'humiliation, ne montrait pas de gêne, mais une furie silencieuse. Un murmure confus s'est répandu dans la pièce. L'expression de mon père s'est assombrie, sa mâchoire se resserrant face à ce développement inattendu. Il n'avait pas prévu de résistance à son décret, certainement pas de la part de mon mari, qu'il avait toujours considéré comme un ajout non pertinent à une branche déjà décevante de l'arbre généalogique. « Asseyez-vous » a ordonné mon père, s'adressant directement à Scott pour la première fois ce soir-là. « Cela ne vous concerne pas. » Mais Scott ne s'est pas assis. Au lieu de cela, il s'est redressé à sa pleine hauteur, ses épaules en arrière, son regard fixé sur celui de mon père à travers la pièce. La tension était palpable, électrique. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Et puis Scott a fait quelque chose qui allait diviser ma vie en deux pour toujours, avant et après. Scott a tendu la main vers son verre d'eau et sa cuillère avec un calme délibéré. Le doux tintement du métal contre le cristal a traversé le silence inconfortable, attirant tous les regards dans la pièce, le signal universel pour attirer l'attention avant un toast. Le visage de mon père a rougi de colère face à cette violation du protocole. C'était sa soirée, son moment, sa démonstration de pouvoir soigneusement orchestrée. Scott venait de contester cela de la manière la plus civilisée mais indubitable. « Qu'est-ce que vous croyez faire » a demandé mon père, mais sa voix avait perdu une partie de son autorité. Scott l'a ignoré, attendant que la pièce soit complètement silencieuse, chaque invité figé dans l'attente de ce tournant inattendu. Sa main était stable alors qu'il posait la cuillère, son expression calme et déterminée. Je n'avais jamais vu ce côté de lui auparavant, cette force tranquille et inébranlable. « J'aimerais faire un toast » a commencé Scott. Sa voix était claire et portant à la femme que Richard Harrington n'a pas réussi à voir. Des halètements ont parcouru la foule. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes.
À côté de moi, une femme âgée a chuchoté « Oh mon Dieu !» à sa compagne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Scott Taylor, le mari d'Amanda, a-t-il continué. Et puisque Richard a partagé son point de vue ce soir, j'aimerais partager la vérité sur la fille à qui il vient de dire de partir. Mon père a fait un pas en avant. Ça suffit. La sécurité va vous escorter dehors. Bien sûr, a répondu Scott uniformément. Mais je me demande comment le Boston Globe rendrait compte du fait que Richard Harrington a fait expulser de force sa propre fille et son gendre de sa fête de retraite. Je suis sûr que vos collègues banquiers trouveraient cela fascinant. Mon père s'est figé, son regard se dirigeant autour de la pièce vers ses pairs professionnels. Sa réputation avait toujours été primordiale. Scott avait trouvé le seul levier qui fonctionnerait. Il y a 3 ans, a continué Scott, Amanda a fondé Lighthouse Press avec ses propres économies et un petit prêt commercial auquel elle s'est qualifiée sans aucun lien familial. L'année dernière, ils ont publié Salt and Stone, qui a non seulement été présélectionné pour le Massachusetts Book Award, mais a également été optionné pour une adaptation cinématographique. Des murmures d'intérêt ont parcouru la foule. C'était une nouvelle même pour moi. Scott a dû recevoir l'appel aujourd'hui et attendait de me surprendre. Ce que Richard a omis de mentionner, Scott n'a jamais vacillé de mon père, c'est que la presse d'Amanda a fourni une plateforme aux voix que les grandes maisons d'édition ont négligées, y compris les anciens combattants, les immigrants, et oui, les personnes qui ont grandi dans des foyers émotionnellement abusifs. Leur programme d'alphabétisation a mis des livres entre les mains de plus de 3000 enfants défavorisés dans les quartiers les plus pauvres de Boston. J'ai ressenti un détachement surréaliste, comme si je regardais une scène dans un film plutôt que ma propre vie se déroulait. Scott me défendait publiquement, cataloguant les réalisations que mon père avait rejetées ou n'avait jamais pris la peine de connaître. Alors que Jason cartonnait à Wall Street, et que Kimberly faisait progresser sa carrière médicale, la voix de Scott a pris un ton tranchant, c'est Amanda qui a pris un congé de l'université pour prendre soin de sa mère pendant le traitement du cancer. Amanda qui s'est assise au chevet de l'hôpital d'Hélène, lui lisant ses poèmes préférés quand elle était trop faible pour tenir un livre elle-même. Ma gorge s'est serrée au souvenir. Ces heures calmes avec ma mère avaient été sacrées, douloureuses, précieuses. Ce que Richard ne sait pas, a continué Scott, sa voix baissant légèrement, c'est que la compte pour le premier appartement de Jason à New York provenait du fonds universitaire d'Amanda. Elle le lui a donné quand son crédit a été détruit après ce problème de jeu qu'il a tant travaillé à cacher à papa. Le visage de Jason s'est vidé de sa couleur. C'était notre secret, un rare moment de réelle connexion entre frères et sœurs quand il était venu me voir désespéré et honteux. Je l'avais aidé parce que malgré tout, il était mon frère. Je n'ai jamais rien attendu en retour, et certainement pas qu'il me défende contre notre père. Pendant 32 ans, Richard, vous avez dit à Amanda qu'elle n'était pas à la hauteur. Trop sensible, trop artistique, trop différente du chemin que vous avez prescrit. Vous avez retenu l'affection, utilisé votre approbation comme une arme, et ce soir, vous avez tenté de l'humilier devant toutes les personnes qui comptent pour vous. Scott a regardé autour de la pièce, s'adressant directement aux invités. Mais voici ce que vous devez savoir sur la famille. La vraie famille n'exige pas d'évaluation de performance. La vraie famille ne mesure pas l'amour en réalisation. La vraie famille vous voit, vous soutient et se tient à vos côtés même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Mon père a retrouvé sa voix. Vous n'avez pas le droit de parler de cette façon devant mes collègues et amis. Vous ne savez rien de notre famille. J'en sais assez, a répondu Scott. Je sais qu'un homme qui rejette publiquement sa fille à son dîner de retraite ne célèbre pas un héritage. Il révèle sa faillite. La pièce était si silencieuse que j'entendais la glace se déplacer dans les verres d'eau. Personne n'a bougé. Personne ne semblait respirer. Scott s'est tourné vers moi alors, ses yeux s'adoucissant. Amanda est la personne la plus forte que je connaisse, non pas parce qu'elle a répondu aux normes impossibles de son père, mais parce qu'elle y a survécu et est devenue elle-même. Il a levé son verre d'eau une dernière fois, se retournant vers mon père. Alors, merci, Richard Harrington, de nous avoir montré exactement le genre de parents que nous ne serons jamais. Sur ce, Scott a posé son verre et m'a doucement pris la main. La chaleur de ses doigts m'a ancré alors que la pièce tournait sous le choc, l'embarras et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas encore identifier. Ensemble, nous avons marché vers la sortie, nos pas résonnant sur le sol en marbre. Personne n'a essayé de nous arrêter. Personne n'a parlé. La rétention collective de souffle de 70 invités stupéfaits a créé un silence si complet qu'il semblait avoir un poids physique.
Alors que nous approchions des portes, mon père a retrouvé sa voix. « Si vous sortez maintenant, ne revenez jamais » a-t-il crié, le désespoir s'insinuant dans sa colère. « Vous êtes coupés. Vous comprenez ? Tous les deux. Nous n'avons pas ralenti, ne nous sommes pas retournés. » La main de Scott est restée stable dans la mienne. Alors que nous passions devant la dernière table avant la sortie, un homme âgé que j'ai reconnu comme l'un des collègues les plus anciens de mon père a croisé mon regard. Presque imperceptiblement, il a hoché la tête, un petit geste de respect, ou peut-être de solidarité. C'était la première fois que quelqu'un du monde de mon père me reconnaissait comme autre chose qu'une déception. Les portes se sont refermées derrière nous, étouffant l'explosion de conversation qui a éclaté dans notre sillage. Le voiturier, ayant entendu le remue-ménage, a évité tout contact visuel alors qu'il se précipitait pour récupérer notre voiture. L'air nocturne a frappé mon visage rougi comme une bénédiction, frais et propre après la tension suffocante de la salle de banquet. Scott m'a ouvert la portière de la voiture, puis a fait le tour du côté conducteur. Aucun de nous n'a parlé jusqu'à ce que nous nous soyons éloignés du Hawthorne, sa façade élégante reculant dans le rétroviseur comme le décor d'un cauchemar particulièrement vif. « Ça va ?» a finalement demandé Scott, sa voix douce dans l'obscurité. Les portes se sont fermées derrière nous de la voiture. Je n'allais pas bien. J'étais brisé, humilié, étrangement, incroyablement soulagé. Quelque chose qui était étroitement enroulé en moi depuis des décennies avait finalement craqué, me laissant à vif, mais d'une certaine manière plus légère. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement, mais je pense que ça pourrait aller un jour. Scott a de nouveau pris ma main, et nous sommes rentrés en silence, laissant derrière nous l'épave des attentes et des faux-semblants, nous dirigeant vers quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer, mais que je voulais désespérément découvrir. Le barrage émotionnel a cédé dès que nous sommes entrés dans notre appartement. Je me suis effondré sur notre canapé, des sanglots violents me traversant alors que 3 décennies de douleurs refoulées éclataient en même temps. Scott m'a serré dans ses bras sans parler, sa chemise devenant humide de mes larmes, ses bras stables autour de mes épaules tremblantes. « Je suis désolé » ai-je haleté entre 2 sanglots. « Je suis tellement désolé que tu aies dû faire ça. »« Je ne le suis pas » a dit Scott fermement. « J'avais envie de dire ces choses à ton père depuis des années. Il ne nous pardonnera jamais. » La pensée a fait couler de nouvelles larmes. Malgré tout, une partie enfantine de moi n'avait jamais cessé d'espérer une réconciliation, le père dont j'avais besoin au lieu de celui que j'avais. « C'est sa perte » a dit Scott. Et honnêtement, Amanda, son pardon ne vaut pas la peine d'être obtenu. Nous sommes restés éveillés jusqu'à 3 heures du matin à discuter de ce qui s'était passé. Le choc initial a fait place à un mélange complexe d'émotions, le chagrin pour la relation que je n'aurais jamais avec mon père, la colère face à sa cruauté, la peur des répercussions familiales et, sous tout cela, un sentiment de libération timide. « Tu penses que j'ai dépassé les bornes ?» a demandé Scott alors que nous nous préparions finalement à nous coucher, la première pointe d'incertitude dans sa voix. « Tu m'as défendu quand personne ne l'a jamais fait, » ai-je dit. Moi y compris. Le sommeil est venu par à-coups, interrompu par le téléphone. Mon père a appelé cette fois entre minuit et l'aube, laissant des messages vocaux de plus en plus en colère exigeant des excuses et menaçant de conséquences. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale, l'écran de mon téléphone illuminant l'obscurité de notre chambre. Le matin a apporté un texto de Kimberly, « Tu as toujours dû faire en sorte que tout tourne autour de toi. » La retraite de papa était censée être sa soirée. Toi et Scott avez tout gâché comme d'habitude. J'ai regardé le message, réalisant à quel point nous voyons différemment le même événement. Dans sa réalité, j'étais la méchante qui avait volé la vedette à notre père, pas la victime de son rejet public. Le revirement s'est produit à 10h17 lorsque Jason a appelé. J'ai failli ne pas répondre, m'attendant à plus d'accusations, mais quelque chose m'a fait décrocher. C'était tout un spectacle hier soir, a-t-il dit, son ton illisible. Je ne l'ai pas planifié, ai-je répondu sèchement. Une pause. Je sais. Une autre pause. Est-ce vrai ce que Scott a dit à propos de l'argent de l'appartement? Oui. Pourquoi ne m'as-tu jamais jeté ça au visage toutes ces années, même quand je ne t'ai pas vraiment soutenu? Parce que ce n'est pas pour ça que je t'ai aidé, ai-je dit simplement. Le silence s'est étiré entre nous. Finalement, Jason a de nouveau parlé, sa voix différente, en quelque sorte plus petite. Je ne t'ai jamais remercié correctement pour ça. Et j'aurais dû. Ça n'a plus d'importance maintenant. Peut-être que si. Il s'est éclairci la gorge. Écoute,
Ce que papa a fait hier soir, ce n'était pas bien. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Ce n'était pas des excuses, mais c'était la chose la plus proche d'une solidarité que Jason avait offerte depuis des années. Après avoir raccroché, je suis restée assise à fixer le téléphone, incertaine de ce qu'il fallait penser de ce changement. Au travail ce lundi-là, ma patronne, Marian, a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a fait entrer dans son bureau. On dirait que tu as traversé une guerre, a-t-elle dit en me versant du café. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai donné la version condensée. Sa réponse a été immédiate. Prends toute la semaine. On gérera le manuscrit Hopkins sans toi. Je ne peux pas juste arrêter de travailler à cause d'un drame familial, ai-je protesté. Amanda, a-t-elle dit doucement, si tu t'étais cassé la jambe, tu prendrais du temps pour guérir. Ton père a brisé quelque chose en toi. Cela mérite la même considération. J'ai accepté à contre-cœur 3 jours, les passant à alterner entre des crises de larmes et des séances de télévision engourdissantes. Scott a travaillé à domicile, me tenant compagnie tout en respectant mon besoin de réfléchir. Le monde extérieur a continué, inconscient de mon tremblement de terre intérieur. Jeudi, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé tante Patricia serrant une grande enveloppe en papier craft et paraissant inhabituellement incertaine. Puis-je entrer, a-t-elle demandé. J'ai hésité, puis je me suis écarté. Elle s'est perchée maladroitement sur notre canapé, refusant le café ou le thé. Ce que mon frère a fait était impardonnable, a-t-elle dit sans préambule. J'aurais dû dire quelque chose ce soir-là et je ne l'ai pas fait. J'ai encouragé le comportement de Richard pendant des années, me disant que c'était juste sa façon d'être. Elle m'a tendu l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos de famille que je n'avais jamais vues. Ma mère enceinte de moi, rayonnante, moi, enfant en bas âge sur les épaules de mon père, tous les deux riants, des vacances en famille où mon père m'apprenait à pêcher, son expression patiente et gentille. Il n'a pas toujours été comme ça, a dit tante Patricia doucement. Après que ta mère soit tombée malade la première fois, quelque chose a changé chez Richard. Il est devenu obsédé par le contrôle, par le succès mesurable. C'était comme si, en organisant parfaitement son monde, il pouvait tenir la tragédie à distance. J'ai étudié les photos, ces aperçus d'un père que je ne reconnaissais pas. Cela n'excuse pas ce qu'il a fait. Non, a-t-elle convenu. Ça ne l'excuse pas. Mais je pensais que tu devrais savoir qu'il y a eu un temps où il t'aimait sans réserve. Cette capacité existe en lui, enfouie sous des années de peur et d'amertume. Après son départ, j'ai placé les photos dans le tiroir de mon bureau, incapable de les regarder plus longtemps, mais peu disposé à les jeter. L'implosion familiale a généré des ondes à travers notre réseau familial élargi. Des cousins avec qui je parlais rarement ont envoyé des textos pour obtenir des détails. La belle-sœur de mon père a appelé pour dire qu'elle avait toujours pensé que Richard était trop dur avec toi. La mythologie familiale était en train d'être réécrite en temps réel, avec des dynamiques de pouvoir de longue date soudainement ouvertes à un réexamen. 5 jours après le dîner, le nom de mon père sur mon identifiant d'appel a déclenché une crise de panique si grave que Scott a dû me guider à travers des exercices de respiration pendant 20 minutes. Cette nuit-là, il a fait des recherches sur des thérapeutes spécialisés dans les traumatismes familiaux et les abus émotionnels. Tu as besoin d'un soutien professionnel, a-t-il dit, me montrant une courte liste qu'il avait compilée. Cela dépasse ce que je peux t'aider à gérer. J'ai sélectionné le docteur Eleanor Water, une femme dont les yeux doux et l'expression pragmatique sur sa photo professionnelle inspiraient en quelque sorte la confiance. Mon premier rendez-vous a été fixé au mardi suivant. Et si ça me brise complètement, ai-je demandé à Scott la veille. Et si je découvre que je suis encore plus abîmé que je ne le pensais? Tu n'es pas abîmé, Amanda. Tu es blessé. Il y a une différence. Il m'a serré contre lui. Et parfois, les choses doivent s'ouvrir avant de pouvoir guérir correctement. Une semaine après le désastre du dîner de retraite, mon père est apparu sans prévenir à notre immeuble. Le portier a appelé pour demander si nous voulions recevoir Richard Harrington. Ma main a tremblé alors que je tenais l'interphone. C'est ta décision, a dit Scott. Nous pouvons refuser. Non, ai-je décidé. Mettons fin à ça. Mon père semblait plus petit en entrant dans notre appartement. Sa présence imposante a diminué en dehors de ses paramètres de pouvoir habituels. Ses yeux ont parcouru notre maison modeste mais confortable avec un jugement à peine voilé. Je suis venu pour clarifier les choses, a-t-il annoncé sans saluer.
Tu m'as dit de partir devant tout le monde, lui ai-je rappelé, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? Je m'attendais à ce que tu respectes mes souhaits. Au lieu de ça, ton mari a créé un spectacle qui a sapé toute la célébration de ma carrière. Scott, qui avait promis de me laisser gérer cette confrontation, est resté silencieux à mes côtés, sa présence rassurante. Es-tu venu t'excuser, ai-je demandé. Mon père a paru sincèrement confus. M'excuser pourquoi? Pour être honnête au sujet de ma déception? Je t'ai donné toutes les occasions de faire quelque chose de toi, et tu les as toutes rejetées. À ce moment-là, j'ai vu avec une parfaite clarté ce que Scott me disait depuis des années. Mon père était incapable de me voir comme j'étais réellement. Il ne pouvait voir que les façons dont je ne parvenais pas à être celle qu'il voulait. Je pense que tu devrais partir, ai-je dit doucement. Je n'ai pas fini, a-t-il rétorqué. Je suis venu te dire que j'ai parlé à mon avocat. Si toi et Scott ne me présentez pas des excuses publiques, vous serez tous les deux retirés de mon testament. C'est clair? L'ancienne Amanda se serait effondrée, aurait accepté n'importe quoi pour regagner son approbation. Mais debout dans ma propre maison avec mon mari à mes côtés et la vie que nous avions construite ensemble autour de nous, j'ai trouvé une force que je ne savais pas posséder. Nous ne voulons pas de ton argent, ai-je dit. Nous n'en avons jamais voulu. Ce que nous voulions, c'était ton amour, ton acceptation. Mais j'en ai fini d'essayer de gagner quelque chose qui aurait dû être donné librement. Le visage de mon père s'est durci. Tu vas le regretter. Quand tu auras du mal à payer les factures avec ton petit passe-temps de livres, tu souhaiteras avoir fait preuve de plus de respect. Je me respecte maintenant, ai-je dit. C'est suffisant. Il est sorti en trombe, claquant notre porte assez fort pour faire vibrer les photos sur le mur. L'une d'elles est tombée, le cadre s'est fissuré en touchant le sol. C'était une photo de notre jour de mariage. Scott et moi riant alors que nous nous donnions du gâteau à manger. Je me suis agenouillé pour la ramasser, en retirant soigneusement le verre brisé. Symbolique, ai-je murmuré. Quoi, a demandé Scott. La seule chose qui s'est cassée, c'est le cadre. Nous sommes toujours intacts. Il m'a aidé à nettoyer les éclats. Aucun de nous n'a reparlé de mon père cette nuit-là. Au lieu de cela, nous avons commandé à emporter, ouvert du vin et discuté de la possibilité que Portland soit un bon endroit pour un nouveau départ. L'idée de déménager, de créer une distance physique pour correspondre à la réalité émotionnelle, semblait de plus en plus juste. Alors que je m'endormais cette nuit-là, j'ai réalisé que je ne m'étais excusé de rien de toute la journée. C'était une petite victoire, mais significative pour quelqu'un qui avait passé sa vie à dire désolé d'exister. Parlez-moi de votre père, a dit le docteur Eleanor Water lors de notre première séance de thérapie. Pendant les 50 minutes suivantes, les mots se sont déversés de moi, des histoires que je n'avais jamais entièrement articulées, même à Scott. Le docteur Water a écouté sans jugement, notant occasionnellement des notes. À la fin de la séance, elle m'a regardé pensivement. Amanda, avez-vous déjà entendu parler d'abus émotionnels? Cette simple question a commencé un voyage de 3 mois à travers les dynamiques familiales, les réponses au traumatisme et le lent processus de récupération de mon estime de soi. Le docteur Water m'a aidé à voir des schémas que j'avais normalisés, l'amour conditionnel de mon père, les rôles de mes frères et sœurs dans notre système dysfonctionnel, mes propres comportements adaptatifs qui m'avaient autrefois protégé, mais qui me limitaient maintenant. La guérison n'est pas linéaire, m'a-t-elle prévenu. Vous aurez des reculs. Des jours où les anciennes croyances vous sembleront plus réelles que les nouvelles. C'est normal. Elle avait raison. Il y avait des matins où je me réveillais convaincu que j'étais fondamentalement imparfaite. Des après-midi où les critiques d'un client me faisaient sombrer dans le doute. Des soirées où je vérifiais mon téléphone en espérant un message de mon père. Malgré tout, les crises de panique ont continué. Le docteur Water a suggéré qu'un médicament pourrait aider. Ce n'est pas obligé d'être pour toujours, a-t-elle expliqué. Considérez-le comme un outil pendant que votre système nerveux apprend de nouveaux schémas. Le médicament anti-anxiété à faible dose a fait une différence notable en quelques semaines. Le fond constant de crainte s'est calmé. Le sommeil est venu plus facilement. Je me suis retrouvé à rire plus librement avec Scott, à m'engager avec plus de confiance au travail. Pendant ce temps, Scott et moi avons fait des recherches sur Portland avec sérieux. La scène littéraire dynamique, les valeurs progressistes et la distance physique de Boston nous plaisaient toutes. Nous avons créé des feuilles de calcul comparant les quartiers,
les coûts de logement et les espaces de bureau potentiels pour l'Itus Press. Est-ce que nous fuyons, ai-je demandé à Scott un soir. Nous courons vers quelque chose, a-t-il corrigé. Il y a une différence. Notre décision s'est solidifiée lorsque Scott a reçu une offre d'emploi inattendue d'une entreprise technologique basée à Portland qui développait des logiciels d'édition. Le poste était assorti d'une augmentation de salaire importante et de la possibilité de travailler à distance 3 jours par semaine. C'est comme si l'univers confirmait notre plan, a-t-il dit, me montrant l'email. Nous avons fixé un délai de 6 mois pour le déménagement. J'étais en train d'expliquer ces plans à Marian quand ses yeux se sont écarquillés en regardant quelque chose par-dessus mon épaule. Amanda Taylor? Une femme s'est approchée de mon bureau, son parfum cher l'annonçant avant que sa voix ne le fasse. Je suis Vivian Newell. J'ai été l'assistante de direction de votre père pendant 15 ans. Mon estomac s'est serré. Si mon père vous a envoyé. Elle a secoué la tête. Richard n'a aucune idée que je suis ici. J'ai pris ma retraite le mois dernier, donc il ne peut pas me virer pour cette conversation. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle. A-t-il un endroit où nous pourrions parler en privé? Autour d'un café dans un café voisin, Vivien a partagé des histoires qui ont confirmé mes pires soupçons et révélé de nouvelles dimensions au comportement de mon père. Son perfectionnisme et ses remarques blessantes ne se limitaient pas à moi. Il s'étendait à son personnel, en particulier aux femmes. Il avait réduit des associés subalternes aux larmes, s'était approprié les idées des autres et avait gardé des rancunes pendant des années pour des infractions mineures. Le soir de ce dîner de retraite, 3 collègues de longue date m'ont approché séparément pour me dire qu'ils avaient toujours pensé que Richard était inutilement dur avec vous, a confié Vivien. Le discours de votre mari, il a résonné avec de nombreuses personnes qui avaient expérimenté le côté sombre de votre père. Pourquoi me racontez-vous ça, ai-je demandé. Vivien a remué son café pensivement. Parce que pendant 15 ans, je vous ai regardé essayer de gagner l'approbation d'un homme qui déplace les poteaux de bûche chaque fois que quelqu'un s'approche. Je vous ai regardé vous blâmer pour son incapacité à montrer de l'amour. Et je suis restée silencieuse. Elle a tendu la main par-dessus la table, touchant brièvement ma main. Je ne reste plus silencieuse. Cette conversation avec Vivien a été une validation inattendue, une confirmation extérieure que je n'avais ni imaginé ni exagéré le traitement de mon père. Elle a renforcé ma détermination à construire une nouvelle vie libérée de son influence. Au cours des semaines suivantes, j'ai contacté des cousins du côté de ma mère avec qui j'avais perdu contact après sa mort. À ma surprise, beaucoup ont bien accueilli la reconnexion. La sœur de ma mère, Judith, a invité Scott et moi pour un week-end dans sa maison du Connecticut où elle a partagé des histoires de famille et des photos que je n'avais jamais vues. Ta mère serait si fière de la femme que tu es devenue, m'a dit tante Judith en me montrant les journaux de collège de ma mère. Elle était aussi artiste, tu sais, avant de rencontrer ton père et d'adopter ses priorités. Cet aperçu des ambitions créatives inassouvies de ma mère a créé un nouveau sentiment de connexion avec elle. J'avais toujours pensé que mes tendances artistiques venaient de nulle part, une anomalie dans une famille de professionnels pratiques. Apprendre qu'elles étaient un héritage de ma mère, c'était comme récupérer un morceau de mon identité. Des mois après l'incident du dîner de retraite, je donnais un discours lors d'un petit événement littéraire sur la mission de l'Itus Press d'amplifier les voix négligées. À mi-parcours, j'ai réalisé que je parlais avec confiance sans l'édition interne constante et le doute de soi qui avait auparavant accompagné toute apparition publique. Tu es magnifique, a dit Scott après alors que nous célébrions avec un groupe d'auteurs et de collègues de l'industrie. Je n'ai pas visualisé une seule fois le visage des approbateurs de mon père, me suis-je émerveillé. Pas même quand j'ai trébuché sur le nom de cet auteur. C'était une percée. Tu internalises une nouvelle voix, a reconnu le docteur Water lors de notre prochaine séance. Ta propre voix d'acceptation de soi devient plus forte que sa voix de critique. Nos plans pour Portland ont progressé. Un voyage de recherche de maison a donné une charmante maison d'artisan avec un garage transformé parfait pour un petit bureau. Nous avons versé un acompte. L'engagement envers notre nouveau départ est maintenant concret. De retour à Boston, j'ai élargi la mission de l'Itus Press, en créant une empreinte spéciale pour les mémoires axées sur la réconciliation familiale et la guérison des abus émotionnels. Le projet me semblait à la fois professionnellement excitant et personnellement significatif, une façon de transformer ma douleur en but. Ma relation avec Jason a continué son dégel timide. Il appelait occasionnellement, nos conversations devenant progressivement moins superficielles. Au cours d'un de ses appels, il a avoué qu'il avait lui-même commencé une thérapie. Cette nuit-là,
à la retraite de papa, ça m'a forcé à regarder certaines choses que j'évitais, a-t-il admis, comme la façon dont j'ai passé toute ma vie d'adulte à courir après l'approbation de papa et à quel point c'est épuisant. Kimberly est restée fermement dans le camp de mon père, envoyant une invitation de mariage formelle adressée uniquement à Scott avec un post-it indiquant « Pas de drame, s'il vous plaît ». Nous avons décliné avec une carte de réponse tout aussi formelle et un cadeau généreux de leur liste de mariage. 6 mois après le dîner de retraite, Scott et moi discutions de la possibilité de fonder une famille, une conversation que j'avais toujours évitée, craignant d'avoir hérité de la capacité de mon père à causer des dommages émotionnels. Et si je suis comme lui, ai-je chuchoté, nommant ma peur la plus profonde. Et si je ne sais pas comment aimer un enfant inconditionnellement? Le fait que tu poses cette question signifie que tu ne seras pas comme lui, a dit Scott. Tu es consciente des schémas. Tu fais le travail pour les guérir. Cette nuit-là, j'ai eu une séance de thérapie décisive où j'ai finalement exprimé ma rage envers mon père sans l'atténuer avec de la compréhension ou des excuses. Le docteur Water m'a encouragé à lui écrire une lettre que je n'enverrai jamais, déversant des décennies de douleur et de colère. Je déteste ce que tu m'as fait, ai-je écrit, mon stylo appuyant si fort qu'il a déchiré le papier à certains endroits. Je déteste que tu m'aies fait croire que j'étais fondamentalement imparfaite. Je déteste que même maintenant, une partie de moi ait encore envie de ton approbation. La libération a été cathartique. Après, j'ai réalisé que cela faisait des semaines que je ne pensais pas à mon père quotidiennement. Son pouvoir sur mon état émotionnel diminuait, son absence devenant moins une blessure et plus un fait. Notre dernière semaine à Boston, j'ai reçu un email inattendu de l'ancien collègue de mon père, le vieil homme qui m'avait fait un signe de tête alors que Scott et moi quittions le dîner de retraite. Je prends moi aussi ma retraite à Portland le mois prochain, a-t-il écrit. Richard et moi avons eu une dispute récemment à propos de son traitement envers une jeune analyste qui m'a rappelé son comportement envers vous. Si Scott et vous êtes installés d'ici là, peut-être pourrions-nous nous rencontrer pour prendre un café un jour. Parfois, la famille choisie est plus importante que les liens biologiques. Alors que nous emballions nos affaires dans un camion de déménagement, j'ai trouvé l'enveloppe de vieilles photos que tante Patricia m'avait donnée. Les regarder maintenant produisait moins de douleur, comme si elle dépeignait des personnages d'une histoire plutôt que ma véritable famille. Je les ai emballés avec des photos plus récentes, Scott et moi faisant de la randonnée dans le New Hampshire, notre stand de festival littéraire entouré de lecteurs, un dîner avec des amis qui nous aimaient exactement tels que nous étions. Lors de notre dernière nuit dans l'appartement vide de Boston, Scott m'a trouvé debout à la fenêtre, regardant les lumières de la ville. « Tu as des remords ?» a-t-il demandé en enroulant ses bras autour de moi par derrière. « Non », ai-je dit sincèrement, je dis juste au revoir à la personne que j'étais ici, celle qui ne s'est jamais sentie assez bien. Elle a toujours été assez bien, a dit Scott. Elle ne pouvait juste pas encore le voir. Alors que nous roulions vers l'ouest le lendemain matin, j'ai réalisé que je n'avais pas vérifié mon téléphone pour voir si j'avais des messages de mon père depuis plus d'une semaine. Ce n'était pas une décision consciente, juste un effacement naturel d'une vieille habitude qui ne me servait plus. La douleur constante de son rejet s'était transformée en quelque chose de différent, non pas une absence de douleur, mais une présence de respect de soi. Portland nous a accueillis avec une semaine d'ensoleillement inhabituelle pour la saison, comme pour confirmer notre décision. Alors que nous déballions des cartons dans notre nouvelle maison, je suis tombé sur le cadre de photos de mariage fêlé de la nuit de la dernière visite de mon père. J'avais gardé le cadre, mais j'avais remplacé le verre. Je pense que ça appartient ici, ai-je dit en le plaçant sur la cheminée de notre nouveau salon. Un rappel de ce que nous avons apporté avec nous et de ce que nous avons laissé derrière nous. Scott a souri, comprenant parfaitement. Le passé a fait de nous ce que nous sommes, a-t-il dit, mais il ne décide pas de ce que nous devenons. 1 an après le dîner de retraite de mon père, je me tenais dans notre cuisine de Portland, tenant un verre de cidre pétillant. À travers la fenêtre, je pouvais voir Scott faire un barbecue sur notre terrasse arrière, entouré de nos nouveaux amis et de notre famille choisie. Le soleil printanier filtrait à travers les fleurs de cerisier, projetant une lumière tachetée sur notre cour. L'année écoulée avait apporté des changements que je n'aurais pas pu imaginer cette nuit douloureuse à Boston. Lighthouse Press s'était épanoui dans la communauté littéraire solidaire de Portland, remportant un prix de l'innovation pour les petites entreprises pour nos programmes de sensibilisation communautaire. Mes séances de thérapie avec le Dr Water étaient passées de rendez-vous hebdomadaires à des bilans mensuels. Et, plus important encore, j'étais enceinte de 4 mois de notre premier enfant. « Tu as besoin d'aide ?» a demandé tante Patricia, qui avait pris l'avion pour notre pendaison de crémaillère.
Sa relation avec mon père s'est étendue après qu'elle ait continué à maintenir le contact avec moi. Mais à 68 ans, elle avait finalement décidé de donner la priorité à ses propres valeurs plutôt qu'à l'harmonie familiale. Ça va, merci. J'ai souri en lui tendant une assiette d'amuse-gueule à emporter dehors. La sonnette a retenti alors que j'étais en train d'arranger un plateau de fromage. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Jason ayant l'air froissé par le voyage, mais souriant timidement. « Désolé d'être en retard », a-t-il dit. Le vol de New York a été retardé. Je l'ai étreint, m'habituant encore à cette nouvelle relation plus chaleureuse que nous construisions. Au cours de l'année écoulée, nous sommes passés d'appels téléphoniques maladroits à de véritables conversations. Il avait visité Portland 2 fois, ouvrant à chaque fois davantage son cœur sur ses propres luttes avec les attentes de notre père. « Entre », ai-je dit. Tout le monde est derrière. Comment va Claire ? Jason avait récemment commencé à fréquenter une enseignante de maternelle qui semblait faire ressortir un côté plus doux de lui. Elle va bien. Elle voulait venir, mais elle n'a pas pu avoir de congé. Il a hésité, puis m'a tendu une enveloppe. J'ai hésité à te montrer ça, mais je pense que tu devrais savoir. À l'intérieur se trouvait un court article d'une publication commerciale de Boston présentant une petite photo de mon père. Le titre disait « L'ancien vice-président exécutif de First Atlantic, Richard Harrington, hospitalisé après un léger accident vasculaire cérébral. Il va bien physiquement », a ajouté Jason rapidement, voyant mon expression, mais ça a été un signal d'alarme. Il est souvent seul maintenant. Kimberly lui rend visite quand elle peut, mais son internat en chirurgie l'occupe beaucoup. Il a refusé d'embaucher de l'aide au début, mais après avoir brûlé le dîner et déclenché les alarmes incendie, les voisins m'ont appelé. J'ai étudié la photo de mon père. Il avait l'air plus vieux, diminué en quelque sorte. Je suis désolé d'apprendre qu'il ne va pas bien, ai-je dit honnêtement. Mais je ne sais pas ce que tu attends de moi avec cette information. Jason a haussé les épaules. Rien nécessairement. Je pensais juste que tu devrais savoir. J'ai posé l'article sur le comptoir, me promettant de le traiter plus tard. Aujourd'hui, il s'agissait de célébrer, de ne pas rouvrir de vieilles blessures. La fête s'est déroulée autour de moi, un rassemblement joyeux de personnes qui nous soutenaient. Mes collègues de Lighthouse Press discutaient avec les amis techniciens de Scott, et Patricia échangeait des conseils de jardinage avec notre voisine d'un accent grave côté. Jason s'est progressivement détendu, montrant un intérêt inhabituel pour la discussion d'un de nos auteurs sur la thérapie narrative. Alors que la soirée approchait, Scott a demandé l'attention de tout le monde, levant son verre. Il y a un an, Amanda et moi avons pris la meilleure décision de notre vie en déménageant à Portland. Mais le voyage a commencé plus tôt avec un moment de vérité lors d'un certain dîner de retraite. Des regards entendus ont été échangés parmi ceux qui connaissaient notre histoire. Cette nuit aurait pu nous briser, mais au lieu de cela, elle nous a libérés. Il s'est tourné vers moi, ses yeux doux. À Amanda, qui m'a appris que la vraie force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever chaque fois que la vie vous fait tomber. Et à vous tous qui êtes devenus notre famille de Portland, merci de nous accueillir exactement tels que nous sommes. Les verres ont tinté alors que tout le monde trinquait. Debout là, entouré d'une affection sincère, j'ai ressenti une plénitude que j'avais passé des décennies à rechercher. La validation que je cherchais désespérément auprès de mon père avait toujours été un mirage, disparaissant à mesure que j'approchais. L'acceptation réelle, j'avais appris, n'exigeait pas de me contorsionner pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Après le départ de nos invités, Jason nous a aidés à nettoyer, exceptionnellement domestique alors qu'il remplissait le lave-vaisselle. « J'ai un aveu à faire », a-t-il dit en pliant un torchon avec une précision inattendue. « Je vois un thérapeute depuis 8 mois maintenant. » « C'est super, Jason, ai-je dit, sincèrement ravi. Ça change la façon dont je vois tout. Papa, moi, toi. » Il s'est appuyé contre le comptoir. « Savais-tu que j'étais jaloux de toi en grandissant ? J'ai failli laisser tomber l'assiette que je rinçais. » « Jaloux de moi ? Tu étais l'enfant chéri. »« J'étais l'enfant obéissant, » a-t-il corrigé. « J'ai fait tout ce que papa voulait et j'ai obtenu son approbation. » Bien sûr. Mais toi, tu as toujours su qui tu étais. Même quand ça t'a tout coûté, tu es resté fidèle à toi-même. Je n'ai jamais eu ce genre de courage. Nous avons parlé tard dans la nuit après que Scott soit allé se coucher, partageant des perspectives sur notre enfance qui m'ont fait voir des événements familiers sous un nouvel angle. Quand Jason est finalement parti pour son hôtel, il m'a serré fort dans ses bras.
Je suis désolé de ne pas avoir été un meilleur frère, a-t-il chuchoté. Nous écrivons une nouvelle histoire maintenant, lui ai-je rappelé. C'est ce qui compte. 3 jours plus tard, lors d'une visite à la librairie Powell S. Books, j'ai reçu un texto de Kimberly, la première communication directe depuis des mois. Papa demande de tes nouvelles? Probablement rien. Je pensais juste que tu devrais savoir. Je suis resté figé parmi les étagères, ma main se déplaçant instinctivement vers mon ventre légèrement arrondi. L'ancienne Amanda aurait tout laissé tomber, serait retournée en courant à Boston, désespérée de cette ouverture potentielle. La nouvelle Amanda a reconnu le message pour ce qu'il était, la façon pour Kimberly de transférer la responsabilité, de faire en sorte que toute rupture continue soit mon choix plutôt que celui de notre père. Après mûre réflexion et une longue conversation avec Scott, j'ai composé une réponse simple. Merci de me l'avoir fait savoir. J'espère qu'il se rétablira bien. Pas une porte qui claque, mais pas une ruée désespérée à travers une porte ouverte non plus. Juste la reconnaissance d'une humanité partagée qui existait indépendamment de notre relation brisée. 2 semaines plus tard, j'ai eu une rencontre fortuite qui a cristallisé le chemin parcouru. Lors d'une visite à une amie à l'hôpital après une opération mineure, j'ai tourné à un coin et j'ai failli entrer en collision avec mon père. Il a eu l'air surpris, puis méfiant. Il avait perdu du poids, et une légère chute affectait un côté de son visage, preuve de l'accident vasculaire cérébral que Jason avait mentionné. Amanda, a-t-il dit, sa voix plus rauque que dans mes souvenirs. Papa, ai-je répondu, surprise par mon calme stable. Jason a mentionné que tu avais des problèmes de santé. J'espère que tu vas mieux. Il a hoché la tête avec raideur. Juste un contrôle. Rien de grave. Nous sommes restés maladroitement dans le couloir de l'hôpital, le personnel médical coulant autour de nous comme un ruisseau autour de 2 rochers têtus. Tu as l'air différente, a-t-il finalement dit. J'ai souri légèrement. Je suis enceinte. Terme en novembre. Quelque chose a clignoté sur son visage, de la surprise, peut-être une pointe d'une émotion plus profonde rapidement réprimée. Je vois. Félicitations. Merci. Un autre silence s'est étiré entre nous, rempli de décennies de choses non dites. J'ai réalisé que j'attendais quelque chose, des excuses peut-être, ou une reconnaissance de la douleur qu'il avait causée. Mais son expression est restée soigneusement neutre, sa posture rigide. Je devrais y aller, ai-je dit finalement. Mon ami m'attend. Il a hoché la tête. Donne mes amitiés à Scott. C'était une politesse si conventionnelle, si contraire à notre dernière interaction, que j'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête et les dépassé, continuant dans le couloir. Ce qui m'a frappé ensuite, ce n'était pas ce qui s'était passé, mais ce qui ne s'était pas passé. Pas de rythme cardiaque accéléré, pas de vision en tunnel, pas de besoin désespéré de le faire m'aimer. J'avais parlé à mon père comme un adulte à un autre sans que le poids de mes blessures d'enfance ne dicte mes réponses. La rencontre m'a laissé contemplative, mais pas dévastée. Il ne changera jamais, ai-je dit à Scott cette nuit-là. Pas fondamentalement. Probablement pas, a convenu Scott. Tu es d'accord avec ça? J'ai considéré la question attentivement. Je pense que oui. Pour la première fois, je comprends vraiment que ces limites ne sont pas mon échec. Cet automne-là, alors que les arbres de Portland prenaient des teintes brillantes d'orange et de rouge, nous avons préparé notre maison pour le bébé. Jason nous a rendu visite 2 fois, apportant des cadeaux inutilement extravagants pour sa future nièce ou son futur neveu. Tante Patricia a envoyé des courtes pointes faites à la main et des mises à jour régulières sur les nouvelles de la famille, y compris les rumeurs selon lesquelles mon père fréquentait une femme de son église, une veuve qui tolérait apparemment sa personnalité difficile. Tant mieux pour lui, ai-je dit quand j'ai appris la nouvelle, le pensant sincèrement. Son bonheur ou son malheur ne définissait plus le mien. Fin novembre, notre fille, Lily Eleanor Taylor, est née après 20 heures de travail. En la tenant pour la première fois, j'ai été submergé par un amour si féroce et inconditionnel qu'il m'a fait pleurer. Elle est parfaite, a chuchoté Scott, touchant doucement ses minuscules doigts. En regardant le visage paisible de notre fille, j'ai fait une promesse silencieuse. Elle grandirait en sachant qu'elle était assez, exactement telle qu'elle était. Sa valeur ne serait jamais liée à des réalisations ou à une conformité à la vision de quelqu'un d'autre. Elle serait aimée pour son moi authentique, quelle que soit la forme que cela prenait. Jason a pris l'avion pour rencontrer sa nièce la semaine suivante, la berçant maladroitement avec un mélange de terreur et d'émerveillement.
Elle a les yeux de maman, a-t-il observé en touchant doucement sa joue. Je pensais aussi, ai-je dit, contente que quelqu'un d'autre ait remarqué le lien avec notre mère. Il a hésité, puis a ajouté, j'ai parlé d'elle à papa. Il n'a pas dit grand-chose, mais il a demandé à voir une photo. J'ai hoché la tête, ni encouragé ni affligé par l'information. Mon père était désormais une figure périphérique de mon histoire, et non plus sa force déterminante. Alors que Noël approchait, nous avons organisé un petit dîner pour notre famille choisie, des amis qui étaient devenus essentiels à notre vie à Portland, Jason et sa petite amie Claire, maintenant sérieuse, et tante Patricia. Notre maison brillait de chaleur et de rire. Lily est passée de brasement en brasement alors que nous partagions de la nourriture et des histoires. Après le dîner, alors que nous étions réunis dans le salon avec le dessert, Scott a proposé un toast. À la famille, a-t-il dit simplement, pas seulement celle dans laquelle nous sommes nés, mais celle que nous créons par l'amour et le choix. À la famille, tout le monde a fait écho, les verres levés. En regardant autour de moi ces personnes qui m'acceptaient complètement, qui voyaient mes forces et mes faiblesses et m'aimaient quand même, j'ai finalement compris la leçon de ce dîner de retraite douloureux il y a 1 an et demi. Ce qui avait semblé être une fin, le rejet final par mon père, avait en fait été un début. En me levant et en partant avec Scott ce soir-là, j'avais fait le premier pas vers la découverte de mon véritable foyer. Lily a commencé à s'agiter, et je me suis excusé pour l'allaiter dans le calme de sa chambre. Me berçant doucement dans la chaise que Scott avait restaurée pour nous, j'ai étudié le visage parfait de ma fille et j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Tu n'auras jamais à mériter mon amour, lui ai-je chuchoté. Il est déjà à toi, complètement et pour toujours. À ce moment-là, j'ai réalisé que je m'étais fait le même cadeau, l'acceptation inconditionnelle de qui j'étais, séparée de la réussite ou de la validation extérieure. Le voyage n'avait pas été facile, et il y avait encore des jours difficiles, mais j'avais trouvé mon chemin vers une vérité qui m'avait échappé pendant 32 ans, j'étais assez. J'avais toujours été assez. Le son des rires s'est échappé du salon, et la minuscule main de Lily a agrippé mon doigt avec une force surprenante. C'était mon héritage maintenant, pas la déception de mon père, mais l'avenir de ma fille, pas un chemin dicté par les valeurs de quelqu'un d'autre, mais un chemin que je crée à chaque choix authentique. Quelle est votre histoire de découverte de la liberté par rapport aux attentes familiales toxiques? Avez-vous déjà eu quelqu'un qui vous a défendu lorsque vous n'étiez pas en mesure de le faire vous-même? J'aimerais entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a parlé, veuillez vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est lui aussi assez bien tel qu'il est. Merci de faire partie de ce voyage avec moi. N'oubliez pas que, parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de nous éloigner de ce qui nous fait mal pour aller vers ce qui nous aide à guérir.